OK, bonsoir tout le monde. Ça fait que ce soir, on a une conférence du professeur Bernard Dagenet. Et le titre de la conférence va être La crise d'octobre 1970 au Québec, entre la raison et la manipulation. Monsieur Dagenet est professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval. C'est un professionnel des relations publiques. Si on regarde un peu son cheminement par le passé, il a été maire pendant 14 ans du village de Sainte-Pétronée sur l'île d'Orléans. Et il reste encore sur l'île d'Orléans. Je ne sais pas s'il est encore à Sainte-Pétronée. Au niveau provincial, il a été directeur des communications des ministères québécois des Affaires intergouvernementales, de l'Éducation et de l'Énergie. Et au niveau international, il a été conseiller de presse à l'Exposition universelle de Montréal en 67, à la délégation du Québec à Paris de 68 à 73 et aux Jeux olympiques de Munich en 72 et de Montréal en 76. Il est aussi journaliste à la presse et à la patrie. Ses sujets d'intérêt, c'est les stratégies de communication utilisées par les acteurs pour s'affirmer dans la sphère publique. Il est l'auteur d'au moins 8 livres. Ces derniers livres, il y a celui dont il va nous parler ce soir, La crise d'octobre 70 au Québec, entre la raison et la manipulation. En 2016, il avait publié La politique de communication ou Comment gérer son image par les règles partagées. Et il avait publié aussi en 2015 La publicité, stratégie et placement média ou Comment choisir la campagne intégrée la plus efficace. Fait que je laisse la parole au conférencier. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier là, de l'opportunité que vous me donnez de partager avec vous mes recherches et réflexions sur la crise d'octobre 70, recherches qui se poursuivent depuis 50 ans. Il y a encore des points d'interrogation sur ce qui s'est passé. On a peut-être suivi, vous avez peut-être suivi ce qu'a fait Mario Bachand dans ce cheminement de la crise d'octobre et ce qui s'est passé avant. Donc, on est dans un univers qui découvre encore un certain nombre de réalités. Mon intervention s'articulerait autour de deux volets. Le premier, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre la véritable dimension de la crise d'octobre 70 sans se plonger dans l'état d'esprit des années 60. Donc, je vais donc aujourd'hui vous expliquer pourquoi cette crise était prévue et inéluctable et pourquoi ce sera la toile de fond qui explique et donne la raison d'être des événements d'octobre 70. Ces événements ne se comprennent pas si on ne replonge pas dans ce qui s'est passé dans la décennie 1960, qui a été le berceau du FLQ. Dans le second volet de mon intervention, je vais essayer de poser un regard critique sur le comportement des acteurs de cette crise. Il faut savoir que la crise a été une crise de discours, puisque l'enlèvement de Cross a duré quelques heures et l'enlèvement de Laporte et son décès a duré quelques jours. Donc, on a eu peut-être 8 ou 10 jours de faits. Le reste n'a été que de discours sur cette réalité-là. Et j'aimerais aborder la crise d'octobre comme une crise de discours qui ont aidé les acteurs qui ont choisi d'intervenir sur ce sujet. Alors donc, c'est quelque chose d'assez particulier qu'une crise ne puisse pas être saisie en fonction des faits et ni en fonction des discours, parce que les uns et les autres sont articulés pour répondre aux objectifs de ceux qui les émettent. Alors peut-être un petit exemple, les deux enlèvements ont été réalisés par deux cellules. 10 jours après, 12 jours après, on avait des affiches qui nous montraient les portraits des 4 ou 6 suspects. Et donc, on savait qui avait fait le crime, qui avait quand même posé les enlèvements. Bon. On apprend à peu près un mois après, par des journalistes à qui on a confié un secret, c'est qu'il y avait 5000 sympathisants pelquistes qui avaient envie de détruire la démocratie. Quelques semaines après, on a le ministre Marchand à Ottawa qui parle de 30 000 felkistes prêts à faire sauter avec les 40 tonnes de munitions ou d'explosifs qu'ils ont trouvés à Montréal depuis 50 ans. Alors donc la réalité, elle est créée
par les acteurs qui ont envie de nous faire croire qu'il y a une situation qui est un peu particulière. Alors donc, je voudrais quand même vous plonger dans cette époque de la Révolution tranquille. J'avais à l'époque 18 ans, donc je suis un fils de cette Révolution tranquille. J'étais étudiant à l'université en sociologie et en sciences sociales et plutôt en anthropologie, et tous mes professeurs étaient des marxisants. Alors donc, j'ai été aussi préprogrammé comme toute une génération. En France, c'était la même chose, où il y avait la mode, je ne dirais pas la mode, je dirais le courant d'un univers plus socialiste que capitaliste. Alors donc, c'était ça pour toute ma génération qui avons vécu la crise d'octobre à cette époque-là. La crise d'octobre, je ne parlerai pas de la crise d'octobre. La Révolution tranquille, c'est un phénomène qui est grandiose et qui est multi-aspect. Et on a tous vécu la Révolution tranquille, chacun à sa façon. Les gens qui étaient anticapitalistes et donc qui étaient plutôt favorables au FLQ ou aux gestes de revendication ont fait partie de cette époque-là, comme tous ceux qui ont saisi le renouveau du Québec après la chute ou la mort de Duplessis, ont choisi ce terrain-là pour afficher de nouvelles donnes. Alors, c'est sur ces éléments-là que j'aimerais situer le nid de la crise d'octobre qui explique pourquoi elle a eu lieu et pourquoi elle ne pouvait pas ne pas avoir lieu compte tenu de l'explosion des idées qu'il y avait à cette époque-là. Alors, il faut quand même se souvenir que Duplessis est mort en 1959. Il avait été au pouvoir pendant presque 30 ans. C'était ni populiste, ni hyper-conservateur. Il était lié au clergé et à la tête d'une organisation corrompue connue. Alors, c'est à peu près, si on avait Trump pendant 30 ans au pouvoir chez nous, il n'a pas laissé grand bienfait sur son séjour, mais il a laissé quand même une espèce de fossé qui s'est créé, qui s'est rempli par ce qu'on peut appeler la Révolution tranquille. Alors donc, cette Révolution tranquille va amener des changements profonds et des changements qu'on peut appeler artificiels. Alors, parmi les changements profonds, on peut parler de la création du ministère de l'Éducation, la création d'une volonté de francisation et plusieurs choses, mais aussi un éveil profond au sens politique dont je vous parlerai un petit peu plus loin. C'est dans la foulée de la Révolution tranquille qui n'a pas d'autre date que la mort de Duplessis. Et la commission Laurando-Danton, qui a officié dans les années, bon, la commission a été créée en 1963 et le rapport final en 1969, mais je vous donne quelques éléments du premier rapport de la commission Laurando-Danton, juste pour vous situer qu'est-ce qui a pu créer une grogne aussi forte chez les Québécois pour avoir envie de tout changer. Alors, je vous donne un paragraphe ou deux du rapport préliminaire de Laurando-Danton. Bon, depuis 15 ans, le taux de chômage a toujours été de 20 à 40% plus élevé au Québec que dans le reste du Canada. Point. La commission Laurando-Danton estimait qu'en 1964, au Québec, 77% des employés de 15 000 $ et plus étaient occupés par des anglophones, alors qu'ils ne représentaient que 30% de la main-d'œuvre active. Je comprends bien, 77% des plus hauts salariés étaient des anglophones contre 30% de la main-d'œuvre. Tandis que les francophones, qui représentaient 50% de la main-d'œuvre, accaparaient 82% des emplois de 5 000 $. Le revenu moyen du travailleur francophone était de 95% inférieur à celle du travailleur anglophone. Bon, ces données-là ont été multiples et se sont
presque retrouvé dans le livre de Pierre Vallière qui s'appelle Les nègres blancs d'Amérique, et dans lequel il a accumulé toutes les statistiques pour dire que nous étions un peuple colonisé. Bon, je ne suis pas sûr qu'il utilisait le terme, mais pour démontrer qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans une société où on était majoritaire en nombre, mais minoritaire en tout ce qui était, par exemple, qualité de vie, qualité de travail, etc. Il faut vous rappeler aussi que Pierre Vallière a passé 2 ans en prison pour avoir écrit ce livre sans jamais avoir été accusé de quoi que ce soit. Il était libéré. Ce qu'on lui reprochait, c'était qu'il était l'idéologue du FLQ et qu'en ce sens, c'est lui qui animait le FLQ, alors que lui, tout ce qu'il a fait, c'est de citer des données, comme celles que je viens de vous dire, dans lesquelles on disait c'est inacceptable ce qui se passe ici. Alors donc, on va comprendre que déjà, là, je parle de 1965, le premier rapport de la commission de Laurent-Donanton, il y avait un climat d'asservissement reconnu par tous ceux qui se battaient pour créer, je ne dirais pas un pays, mais au moins pour créer un univers qui était au moins acceptable pour les francophones. Ce qui a fait en sorte qu'à cette époque-là, il y a eu un certain nombre, des rêves qu'on peut appeler d'indépendance. Et ces rêves d'indépendance du Québec, qui datent des années 60, est le reflet de ce qu'on peut trouver à travers le monde à cette époque-là. Je vous donne quelques statistiques ici. Le Cameroun s'est libéré le 1er janvier 60. Le Bénin, 1er août 60. La Tanzanie, 9 décembre 61. Le Togo, 27 avril 60. Nigeria, 1er octobre 60. La République démocratique du Congo, 60. Sierra Leone, 61. Somalie, 60. Afrique du Sud, 61. Bon, alors, pourquoi je vous dis ce tableau-là? C'est qu'il y avait dans l'air, c'est pas au Québec, il y avait dans l'air des gens que je peux appeler des nations qui se sentaient opprimées, un désir un désir et une réalité qui s'est créé avant 1960. C'est-à-dire que 1960 était un point d'accrochage dans lequel les pays, plusieurs pays du monde, ont dit c'est assez l'esclavage, entre guillemets, ou le colonialisme, on va faire quelque chose. Le Québec a vécu cette période-là, 1960, qui a créé beaucoup d'espoir. Puis il faut quand même penser que ces mouvements ont été animés par aussi par l'État. Alors, je vous donne quelques points de repère. Le Sage, en 1960, a créé l'expression « maître chez nous ». Johnson, en 66, l'égalité ou indépendance. Bon, De Gaulle, en 67, vive le Québec libre. La souveraineté culturelle du gouvernement Bourassa, il a quand même fait en 70. Et tous ces éléments-là témoignent d'une volonté du Québec de se donner une personnalité propre. Bon, donc, c'est une mouvance très, très forte que l'on voit avec la Convention Laurent-Donanton, avec la voie de libération qu'on pouvait participer, auquel on pouvait participer comme le reste du monde. Et donc, il y avait une jeune turbulence naturelle qui se faisait au Québec due à ça. Cette turbulence s'est accentuée avec un certain nombre d'autres partenaires, d'autres moyens, d'autres acteurs. Alors donc, il y a eu à côté du rêve indépendantiste, le rêve socialiste au Québec. Alors donc, le mouvement socialiste était, je vais l'appeler socialiso-marxiste, était très fort dans le monde. Alors, il y avait la grande mode de Mao Tse-tung là, qui avait été au pouvoir pendant presque 30 ans et qui avait chassé tous les bourgeois pour permettre aux gens de retourner à la nature de la terre. Puis voilà. C'était c'est pas un rêve québécois, mais c'était la tentation de penser que si on quittait le capitalisme et qu'on allait vers autre chose, qu'on serait mieux. Alors donc, il faut voir que le socialisme a été un discours extrêmement présent pendant ces années-là où on voyait bien qu'il y avait une prise de conscience de notre identité québécoise, un refus
de la société de nous donner la place que l'on voulait, et il y avait deux idéologies qui se rencontraient, qui s'appellent l'indépendance et celle du socialisme. Alors, juste pour le socialisme, je vous parle de Jacques Dauphin, qui est l'un des fondateurs du Parti socialiste du Québec, et il fonda également la revue Sociologie et Société et collabora à la revue Socialisme. Et donc, c'est un militant pour la gauche et il a défendu dans ses cours que j'ai suivis en sociologie sur les thèses marxisme au sein de sa discipline. Marcel Rioux, qui était un sociologue, que j'ai eu comme professeur, parlait aussi du socialisme. Alors, donc, il y avait un mouvement, deux mouvements parallèles par rapport à un réveil national. Je vous parle également de Raoul Leroy. Raoul Leroy, il y en a deux, là. Il y a celui qui a chanté et celui dont je vous parle. Il a créé l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec et donc qui l'a animé pendant plusieurs années. Là, on parle de 1960. Donc, on est un croisé de chemin où il y a quelque chose qui se passe. Les gens veulent changer, ils peuvent changer et ils vont prendre les moyens pour le faire. Pour la petite histoire, Alain Dubuc, qui a été rédacteur et historialiste en chef à la presse pendant plusieurs années, a fait partie du groupe des trotskistes pendant plusieurs années. Il ne s'en est jamais caché. C'est un péché d'enfance, mais il reste quand même que c'était accrochant de participer à cette synergie mondiale de libération et de nouveau, que j'appellerais un nouveau paradigme de regarder la réalité par rapport au capitalisme qui était complètement bafoué. Je vous donne deux ou trois autres petits exemples de ça. Donc, on est en 1961. Il y a l'orientation de la CSN. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je ne sais pas si je ne vois pas ma caméra là. Ben oui. Bon, là, il y a un petit document ici. Donc, je vous le relis. C'est marqué « Évaluation de la réflexion collective sur le document. Ne comptons que sur nos propres moyens ». Ça date de 1972 et il y a tout un chapitre sur le socialisme. Et donc, à l'époque, non seulement on parlait de l'indépendance, mais on parlait aussi d'une certaine indépendance avec un anticapitalisme qui est intéressant. Je vais vous montrer ici celui-ci. Ça, là, je peux vous le lire. « L'état rouage de notre exploitation », c'est un document qui a été produit par la FTQ en 1971, dans lequel il condamne absolument le mode de capitalisme au Québec, mais c'est pas tout vrai. Et la CSN, je vous montre encore ici, c'est marqué pour vaincre 1972. Encore là, c'est tout un dossier de socialisation du syndicalisme. Donc, on ne parlait plus de marxisme. On avait un courant très, très, très fort de gens qui voulaient changer les choses parce que celles qui existaient n'étaient pas très acceptables. C'était aussi la fin de la religion. Alors donc, le rôle du clergé a été évincé par une classe plus laïque et ça a libéré beaucoup d'espace. Mais il faut aussi comprendre que l'espace qui a été libéré avait été occulté avant par de nombreuses choses. Alors, juste un petit exemple, Duplessis était de l'Union nationale et sur le sigle, l'Union nationale était en bleu. Et le Parti libéral avait un sigle qui est un L entouré d'un cerceau, qui est en rouge. Et pendant tout le temps des élections, dans toutes les églises du monde, à la prêche, le curé s'engageait à ne pas prendre part pour le résultat des élections, laissant chacun d'entre eux la conscience de voter pour ce qui pourrait être le meilleur pour eux. Mais il ne ratait jamais, je parle du curé au niveau de la chaire, à chaque fois qu'il parlait de l'élection, il ne ratait jamais une occasion de rappeler que le ciel est bleu et que l'enfer est rouge. Bon, ça veut dire que la religion avait pris une place tellement forte au Québec qu'il était presque temps qu'on s'en débarrasse. Alors, je vous donne juste ici un petit exemple. Après 1960, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada devint la Confédération des syndicats nationaux.
1960, ils n'ont pas tardé. La Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec devient la centrale enseignante du Québec. C'est-à-dire qu'à côté des apports positifs comme l'éducation, des aspirations comme l'indépendance ou comme une certaine forme de socialisme, il y avait un débarras d'un poids qui était lourd, c'était le poids de la religion, avec tout ce que ça pouvait comporter d'éléments fort et inutile de la société québécoise. Bon, peut-être que vous connaissez l'histoire du libraire Joseph Guilbord. On est en 1850 et il a ouvert une librairie, il a mis un livre de Voltaire. Et Monseigneur, c'est pas Monseigneur Bourgeois, lui, mais l'évêque du temps, il lui a dit, si tu vends Voltaire, je t'excommunie. Il n'a pas vendu Voltaire, il a été excommunié. Et il y a bien sûr, sa librairie a été fermée. Joseph Guibord était un bon catholique pratiquant. Donc, il avait juste essayé de faire circuler des idées nouvelles qui lui a été refusées par l'évêque. Bon, il est mort une dizaine d'années plus tard, et donc sa famille a voulu aller à l'église pour l'enterrer. Eh bien, il y a eu une émeute pour empêcher un type qui voulait faire lire Voltaire soit enterré dans les lieux des catholiques. Bon, alors donc, il n'a pas été enterré là. 2 ans après, il y a eu une autre tentative de l'enterrer et rebelote, émeute pour l'empêcher de faire ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est le poids de l'Église. Le poids de l'Église qui a traîné longtemps et qui finalement, on a fini par s'en débarrasser, mais c'est une lutte très longue. Et donc, ce qui s'est passé en 1960, c'était une bataille de tout. On se battait contre les partis pourris, on se battait pour avoir une démocratie plus grande, on se battait pour toutes sortes de choses. Et donc, on est devenu presque agressif. Alors, je vais simplement vous citer 2-3 petites choses pour rappeler que la FLQ ne pouvait pas ne pas naître, tellement les frustrations étaient grandes. Alors, je vous donne deux petits volets. Au niveau de la vie culturelle, il y a eu plein d'artistes qui ont chanté l'âme du Québec avec grandeur à cette époque-là. Bon, on peut bien parler de Vigneault, mais Claude Gauthier qui sentait « Je suis de nationalité québécoise », bon, Robert Charlevoix et tout. Mais je vais quand même vous lire un petit poème de Jean-Guy Pilon, à l'époque, qui dit « Nous sommes à la naissance d'un pays à reconnaître, nourri de l'attention calme des découvreurs, nous savons que nous sommes seuls. Sache au moins qu'un jour, j'ai voulu donner un nom à mon pays, pour le meilleur ou pour le pire, que j'ai voulu me reconnaître en lui, non pas par faux jeu de miroir, mais par exigeante volontiers. » Je vous donne un autre de ces poèmes de Pilon. « Nous sommes frères dans l'humiliation. Des années et des sourires, nous avons été complices dans le silence, dans la peur, dans la détresse, mais nous commençons à naître. » Il y avait une force à la Révolution tranquille qu'il fallait que cet univers change. Il s'est passé quand même 3 éléments qui est venu renforcer ce désir de se battre, pas de critiquer, de se battre. Alors, le premier, c'était le Speak White. Moi, je suis né à Montréal et je sais ce que ça veut dire Speak White. Quand on allait chez Eaton, puis qu'il y avait 3 personnes à la caisse, puis j'étais le premier, on savait les 2 grosses anglaises à côté de moi. Et on me disait Speak White. Alors donc, c'est pas juste un poème, on est toute une génération de gens qui ont été marqués par cette humiliation que l'on peut avoir. Il y a aussi, dans la défense du français, toute la question de la traduction. Alors, j'ai lu à Québec une annonce dans laquelle l'annonce s'adressait aux ventilateurs sportifs. Alors, je ne savais pas trop ce qu'il s'agissait, j'ai bien regardé et c'était Sport Expert. Alors, je ne sais pas ce que Sport Expert faisait aux ventilateurs sportifs, mais j'ai compris que c'était une traduction de Sport Fan en anglais. Ben, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu ici. J'ai vu des chemises au Québec qui étaient fabriquées en Inde. Donc, made in Turkey, vous avez compris. J'ai vu des biscuits sales. On mangeait des biscuits sales parce qu'à Toronto, il n'y avait pas d'accent. On n'avait pas de biscuits salés, on avait des biscuits sales. Il y avait tout ce qu'on peut appeler
un système, je dirais, d'humiliation collective qui était accepté par toute une génération de ce qu'on peut appeler la coalition dominante. Alors, encore quelques exemples. En 1970, aucune loi ne forçait les sociétés à présenter leurs produits en français au Québec. Aucune loi sur l'affichage, aucune loi pour imposer le français, sauf là où les syndicats ont pu faire inclure cette clause dans leur convention collective. Le gouvernement refusait de légiférer, prétextant que l'unilinguisme français n'était pas une solution possible et qu'il préférait agir par des incitations plutôt par des décrets. On est dans un univers où on nous bafoue, on nous humilie, puis nos gouvernements nous disent, écoutez, on va prendre ça, on va s'occuper de ça. La bataille pour protéger la langue française, trois grands moments. Le premier, c'est l'opération McGill français. Pour moins de 7% de la population du Québec, les anglophones de Montréal, McGill reçoit 30% des subventions du gouvernement du Québec. En somme, c'est tous les textes, c'est tous les données qu'on trouve dans les Nègres blancs, mais il faut comprendre que la colère s'est instaurée très tôt, au début de 1960. Je reviendrai, le FLQ, sa première bombe, en 1963, il y avait un climat, mais tellement hostile à tout ce que nous étions, qu'à un moment donné, il y a eu des éruptions j'en peux plus. Je continue avec cet univers de protection de langue française. Pour contrer ce qui arrivait à McGill, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle le McGill français. 15 000 personnes se sont réunies pour demander que McGill devienne français. Bon, ce qui était certainement impossible à changer, mais au moins c'était une demande qui pouvait se faire. Et là, le gouvernement du Québec a dit non, 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 on va continuer de payer les anglophones puis arrêter de chialer. Bon, ça, alors, on est depuis déjà, là, on est en 1969, ça fait 10 ans que les Québécois se font dire de rester à leur place. Je vous parle de ce qui est arrivé en 1969, qu'on appelle l'affaire Saint-Léonard. Bon, l'affaire Saint-Léonard, c'est très simple, il y a une commission scolaire à Saint-Léonard. Saint-Léonard, il y a plein d'Italiens. La commission scolaire est anglophone. Il y a un commissaire et deux commissaires qui ont dit, il faut, puisque la majorité des gens de Saint-Léonard sont francophones, il faut que la commission scolaire soit francophone. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez qu'il arriva? Il arriva à la loi 63 qui s'appelle « Loi destinée en principe à promouvoir l'enseignement du français et à établir la priorité de la langue française ». Et dans cette loi-là, il y a un article qui dit « En fait, loin d'arrayer la vague d'anglicisation qui déferle sur le Québec, cette loi consacre toute la latitude voulue, c'est-à-dire que les Italiens peuvent peuvent se faire former en anglais et que la commission scolaire, elle est devenue anglophone. C'est quand même encore là des vexations. Et les Italiens ont dit comme défense, écoutez, on n'a pas envie d'être des citoyens de deuxième zone. Alors, pour eux, un citoyen de deuxième zone, c'est québécois francophone, puis qu'il fallait, à quelque part, pouvoir se côtoyer, puis devenir des vrais Québécois anglophones. Alors donc, c'est quand même une série de manifestations. Et la loi 61, il y a quand même eu encore une manifestation de 10 000 personnes pour contester la loi. Il y avait une volonté de révolte. On l'avait vu avec McGill, puisqu'il était 15 000 personnes. On voit avec la loi 63 qu'il y en avait 10 000. Mais les Québécois étaient écœurés. Écœurés. Alors, je tombe dans tout ça avec l'arrivée du FLQ. Première bombe, 1963. Donc, déjà, très, très tôt, après la mort de Duplessis, on va sauter l'existence de Paul Sauvé qui était quelques mois, il y avait des Québécois qui étaient frustrés parce qu'ils avaient tellement attendu de choses formidables après le départ de Duplessis, qui se sont rendus compte qu'il n'y avait que rien. Et alors, je vous rappelle quand même un petit fait. En 1964, sortait, donc le film était tourné en 1962, un film donc il a dû être fait en 1963-64. Je vais vous dire pourquoi. Et
le film a été commandité par le Parti libéral du Québec qui avait demandé à son aile-jeunesse de faire quelque chose pour qu'à la prochaine élection, les jeunes qui ont moins de 21 ans, donc les gens de 18 ans, pourraient voter pour la première fois. Puis on a demandé, faites-le connaître cette situation-là. Et ils ont demandé à Louis Portugais de faire un film pour demander aux gens qu'est-ce que pensent les gens qui ont 18 ans aujourd'hui d'aller voter avant, qui ont 21 ans aujourd'hui, d'aller voter à 18 ans. Bien, dans le film qui dure peut-être 3/4 d'heure, il y a 3 individus qui ont dit dans le film, par chance qu'il y a le FLQ qui met des bombes, parce que c'est effrayant, on n'a envie de rien ici, on n'a pas de job, on est tout. Il y a une deuxième personne qui dit, par chance, notre espoir, c'est la FLQ. On est en 1963, et ça, c'est des témoignages qui ont été spontanés et qui ont circulé. Alors donc, il ne faut quand même pas s'étonner que de la première bombe qui était mise dans une boîte, les boîtes postales fédérales, que le FLQ a fait, après, ça c'est en 1963, en 3 mois après l'explosion d'une vingtaine de bombes et la mort d'un gardien de nuit, le FLQ a imposé son image et son discours. C'est dorénavant ce que le texte dit, il s'en prend au colonialisme anglo-saxon et aux exploiteurs du peuple. Il prône la révolution et l'indépendance du Québec. Alors donc, on a tout le foyer qui est en place pour que ça éclate et que finalement, les Québécois revendiquent de façon plus virulente tout ce qu'ils ont revendiqué par toutes sortes de moyens. Alors, c'est la crise d'octobre 70, ce n'est pas un coup de tête. C'est l'aboutissement d'un asservissement qui était inacceptable et qui a eu sa soupape avec le Front de libération du Québec. Alors donc, ajouté à tout ça, ben, ce fut les élections de 1970. Les élections de 1970, il y a eu la campagne de la peur des libéraux. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent du coup de la Brings. Il y a 11 camions de la Brings qui sont partis d'une banque de Montréal remplie de valeurs qui s'en allaient à Ottawa parce que si le Parti québécois remportait les élections, toutes ces valeurs allaient perdre leur véritable dimension et que les gens allaient perdre. Bon, ben, les 12 camions de la Brings sont arrivés à Ottawa, puis bon, puis ils ont déposé ce qu'ils ont voulu. Le problème, c'est qu'habituellement, quand un camion de la Brings s'en va avec des valeurs, on ne le dit surtout pas. Là, on l'a annoncé à force de télévision, puis tout ça. Donc, ça veut dire que ce qu'on a vu par après, c'est que dans ce camion-là, il y avait finalement que du papier journal. Alors donc, tout ça alimentait. Je ne vous parle pas de la pièce à 73 cents de René Lévesque. Je ne vous parle pas non plus du candidat qui s'appelait René Lévesque dans ses conscriptions. René Lévesque voulait se faire élire. Il y avait quelque chose où, viscéralement, il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Il y avait une opacité absolue d'un immobilisme et en même temps, parce que le manifeste du FLQ est très clair que les employés et les travailleurs se faisaient exploiter à mort. On avait des preuves, tout ça. Et donc, les élections de 1970, le Parti libéral a eu 72 sièges avec 42 votes et le Parti québécois, avec 24 des votes, il n'y a eu que 7 sièges. C'était une injustice. Et donc, tout ça, on arrive en 1970. Et donc là, on a fait. Et donc, l'enlèvement de Cross a lieu en septembre ou octobre 70, c'est 6 octobre. Et donc, tout était prêt pour que quelqu'un fasse quelque chose, un coup d'éclat, pour dire on en a assez. On en a assez, c'est fini, on a assez de parler, on va faire quelque chose. D'où la crise d'octobre. Elle est née d'une frustration absolument compréhensible de toute une partie d'une population, la population québécoise, qui se faisait finalement narguer par la communication, par la communauté ethnique et par les anglophones et par les francophones. Alors donc, c'était un peu trop. Quand on pense que le rapport Laurent Danton a témoigné
qu'aucune des grandes corporations fédérales n'avait sur son conseil d'administration un francophone. Il y en avait 75, jamais. Puis quand on a demandé l'explication, ils ont dit qu'ils ne sont pas assez compétents. C'est à peu près comme les hommes ont dit pour que les femmes aient leur job, des jobs de cadre qui n'étaient pas assez compétents. Donc, la crise d'octobre, ce n'est pas l'enlèvement de Cross. La crise d'octobre, c'est tout ce que je viens de vous raconter, qui a abouti à un geste, je dirais, ou de désespoir, ou un geste de violence, puisque c'était la seule solution qui était entre les mains des gens de la population québécoise qui voulaient autre chose qu'un capitalisme sauvage. Et donc, quand les frères Rose vont enlever le diplomate Cross, c'est le début d'une longue histoire qui est construite à partir d'un discours. Et c'est pas passé grand-chose. Il y a eu l'enlèvement de Cross, il y a eu la lecture du manifeste, il y a eu les mesures de guerre, puis il y a eu l'enlèvement et la mort de Laporte. Il y a eu 4 événements. Mais 4 événements, c'est sur à peu près peut-être un mois. Pourquoi ces 4 événements-là ont-ils rempli autant d'espace d'échange lorsque c'était 4 petits faits, en somme, sauf la mort de Laporte, qui pouvaient s'être apportés autrement. Donc, alors, la réponse que j'apporte, c'est que la crise d'octobre qui s'est passée, la réalité, c'est-à-dire la naissance de la crise d'octobre, elle est entre 60 et 70. Mais en 70, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un coup d'éclat, et ce coup d'éclat-là a été récupéré par le discours des acteurs. Et les acteurs se sont accoquinés en 2 volets. Il y a les acteurs qu'on appelle en relations publiques, c'est un terme qui est américain, donc on peut l'utiliser, qu'on appelle la coalition dominante et qui n'a rien à voir avec l'idéologie dominante du marxiste. La coalition dominante, c'est Gottlieb qui l'a trouvé, c'est pour signaler la complicité entre l'État et le monde des affaires. Et que cette complicité-là gérait 100% des décisions. Et que face à cette complicité à l'existence de la coalition dominante, la seule façon de pouvoir, là j'enlève la crise d'octobre, on est aux États-Unis, la seule façon qu'un groupe peut avoir raison d'un membre de la coalition dominante, c'est par des stratégies de harcèlement ou des stratégies qu'on peut appeler de discours. Donc, on ne parle plus de faits. À partir du moment où Cross est enlevé, on a eu une série de discours pour habiller une réalité qui était complètement toute nue. Bon, combien de fois on a lu dans les médias que c'était une atteinte à la démocratie, que la violence ne pourrait jamais changer les règles démocratiques, alors que les capitalistes les changent comme ils veulent. Mais on a entendu tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le discours a prévalu sur la réalité, puisqu'il n'y a rien qui s'est passé d'autre qu'un échange de discours de façon particulière. Si je saute un petit peu une étape, qu'est-ce que sont les mesures de guerre? Il n'y avait pas d'insurrection appréhendée. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'était un discours pour pouvoir imposer les mesures de guerre. Et donc, tout ce qu'on a pu voir pendant la crise d'octobre, ce fut des discours articulés pour faire avaler aux Québécois qu'ils étaient des méchants, puis que le gouvernement était bon, et que finalement, il y avait qu'à prendre leur trou. Mais ce qui est étonnant, c'est que comment peut-on avoir justifié, sans aucune excuse, de mettre 420 personnes, c'est pas plus, en prison la nuit, qui n'avaient jamais rien fait, tout ça pour que Pierre-Éliott Trudeau dise « Moi, je suis un homme de tête, je suis un homme de je vais poser les gestes qu'il veut. » Donc, la crise d'octobre est une manipulation d'acteurs qui se sont posés comme gens raisonnables. Moi, je vois toujours Bourassa qui dit entre la démocratie et le meurtre ou l'atteinte à l'intégrité des gens, je choisirai toujours la démocratie. Mais c'est des pages entières qu'on a vues de ce discours tout à fait inepte, mais qui renforçait l'autorité des élus. Combien d'acteurs sociaux ont
je veux dire sociopolitiques, se sont bien comportés. Alors, je vais faire une petite parenthèse. À la coalition dominante, qui dominait, qui avait l'armée, qui avait les anglophones, qui avait l'argent, qui avait les partis, même le drapeau, tout le monde, tous les élites politiques qui étaient contre le FLQ, on ne sait pas pourquoi. Puis maintenant, on sait qu'ils étaient contre le FLQ parce que le FLQ contestait une forme de démocratie qui n'en était pas, avec drapeau, contestait une forme de vie sociale qui n'existait pas puisque la grande entreprise faisait ce qu'elle voulait. Et donc, il y a eu, pour faire poids à la coalition dominante, ce qu'on appelle la société civile. C'était des regroupements de gens qui ont décidé, qui donnaient leur voix pour appuyer ou contester. Bon, il y en a eu peu qui ont appuyé, il y en a eu quelques-uns, mais la majorité de ceux qu'on appelle de la coalition dominante, de la société civile, bon, ont défendu la thèse non pas de la violence, mais la thèse de la frustration qui porte à la violence. Voilà. Et c'était un discours assez intéressant. Bon. L'exemple le plus patent qu'on a vu ça, ce sont les curés. Quand l'ensemble des curés, des évêques et tout, bon, il y en a eu partout à travers le Québec qui se sont manifestés pour le contenu du manifeste du FLQ, mais contre la violence. Mais on veut bien. Mais il n'y a pas eu personne, sauf une personne, du côté de la coalition dominante, qui a osé faire des nuances. Bon, si on peut regarder ça un peu rapidement, William Tetley a écrit un livre de 225 pages pour montrer que le FLQ, c'était des bandits. Des bandits, c'était des terroristes, c'était des assassins, c'était des barbares. Il y a 220 pages de ça. Pas un mot dans ces 220 pages-là pour dire qu'est-ce que c'est qui pousse les gens à la violence. Pas du tout. Ce n'est pas des violents, c'est des fous, c'est des maniaques, c'est des tueurs. Il faut regarder ça. Bon, si on regarde Choquette, qui était le ministre de la Justice, il n'a pas été très, très, très fort dans ses interventions. On lui a demandé un jour, pourquoi vous êtes capable d'emprisonner 420 personnes, 450 personnes qui n'ont rien fait, rien fait, rien fait. Pourquoi vous n'utilisez pas votre loi pour contrer la pègre? Puis Choquette a dit, ben, on ne peut pas. Ben, on dit, pourquoi il ne peut pas? Ben, la pègre, il travaille à l'intérieur d'un système. Ben, j'ai dit, le FLQ, il ne travaille pas à l'intérieur d'un système, il est condamné par la justice québécoise. Oui, mais on ne peut pas faire ça à des gens. On les connaît, la mafia, on les connaît, mais on ne peut pas les arrêter. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Il aurait pu dire n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Bon, on continue. Quand Laporte est mort, il y a un député des îles de la Madeleine qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je pense que c'est de la Croix, mais pas sûr. Bon, tout ce qu'il a trouvé à dire, mon petit enfant Jacques Gay était un chroniqueur au Soleil qui était bien sûr un péquiste. Ben, ce que la Croix lui a dit, mon petit tabarnak, si tu rentres si je te vois dans mon chemin, puis tel quel, c'est cité, je t'égorge, je vais te tuer. Mais on se dit, qui a eu un discours intéressant? Je ne parle pas de Pierre-Éliott Trudeau qui dit ouais, ben, si ce n'est pas un diplomate, demain, ça sera un enfant, ça sera un président de caisse populaire. Mais moi, c'est allé chercher ça. Il y a un enfant, jamais. En somme, c'était des discours par-dessus discours, par-dessus discours pour justifier l'injustifiable. La position du FLQ est beaucoup plus justifiable quand on regarde les conditions dans lesquelles ils ont été frustrés, qu'il ne leur restait plus de moyens, mais qu'est-ce que Trudeau et sa gang avaient à faire? À finalement foutre tout le monde en prison, c'était une stratégie de casser ce qu'on appelle la société civile. Mais c'est ce qu'ils réussi à faire. Les gens ont eu peur de se présenter. Et si on regarde la suite des choses, donc il y a eu la mort qui était d'une grande tristesse.
il n'y a pas eu d'assassinat véritablement, d'après ce qu'on peut voir à ça. Hein. Laporte a essayé de se sauver, ils l'ont retenu, et probablement qu'il s'est trop blessé, et comme il était mourant, ben, on a compris qu'ils l'ont enlevé. Bon, c'est bon, mais ils n'ont pas assassiné sauvagement de sang-froid. D'après ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'ils ne savaient pas quoi faire avec quelqu'un qui mourait et qui souffrait, alors puis qui allait mourir. Ben, ils ont fait ce qu'on peut appeler de l'aide à mourir, excusez-moi le jeu de mots, mais ces gens-là, ils n'étaient pas plus barbares que les policiers de la Sûreté du Québec qui ont mis des gens qui ont tiré de leur lit et qui les ont mis comme sur un peloton de tir, ils ont mis au mur puis ils ont tiré dessus à blanc. Mais c'est abominable ce que la coalition dominante a fait. Puis là, je ne parle pas du monde économique, dans le monde économique, parce que finalement, ils ont tout fait pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il ne cède pas. Alors, on avait une situation où finalement la crise d'octobre, elle a été créée par le gouvernement Trudeau, parce que finalement, elle n'aurait pas été évitée. Et je pourrais peut-être apporter une réflexion. Est-ce que le FLQ a fait quelque chose d'utile? C'est sûr qu'il n'a pas fait avancer la cause de l'indépendance, puisque ça s'est fait beaucoup d'ennemis. Mais moi, je persiste à dire, puis je vais l'écrire 10 fois, autant de fois que je vais écrire ça, que s'il n'y avait pas eu d'FLQ, le Parti québécois n'aurait pas été élu en 1976. Il fallait qu'il y ait un brassage de cash, qu'il y ait un choc pour que les Québécois se réveillent et qu'ils aillent voter pour autre chose que le Parti libéral ou que le Crédit social. Donc, c'était quand même merveilleux. C'était un électrochoc et que j'ai ramassé plusieurs les assouplissements qu'on a eus pour l'engagement des employés au fédéral pour la langue française, hein, ce n'est pas un cadeau qu'on a donné. Ça a été arraché parce qu'ils avaient plus le choix de faire ça. Autre petite conclusion que je peux faire ça, Laporte, il aurait été mieux de vivre pour la cause québécoise. Parce que c'est sûr que s'il n'avait pas été mort, c'était pas mort, il restait toujours ce que moi j'appelle la frustration des années 60 qui était ancrée dans je crois, tous ceux qui l'ont vécu de près, les vexations, puis qui l'ont vécu sinon de près, au moins par compassion pour ceux qui les vivaient. Bon, alors donc, la mort de Laporte, je pense que je voulais signaler, j'ai fait mes études en anthropologie, il y a une notion qui a été développée par Maas, qui s'appelle le sacrifice. Pourquoi, dans un état de tension, si les dieux ne veulent pas nous donner de l'appui, pourquoi on ne sacrifie pas? Pourquoi on sacrifie une petite biche pour apaiser les dieux? Bon, pourquoi au Mexique, on jette dans les cénotes une vierge pour aller chercher l'esprit? Bon, là, le sacrifice humain a apaisé toute la colère qui existait au Québec. Il n'y a plus les seuls gestes un petit peu à la FLQ, c'est la gendarmerie royale qui les a commis. Et donc, finalement, le geste du sacrifice non voulu de Laporte a quand même pacifié ce que j'appellerais le tissu social du Québec. Parce que depuis les premières bombes jusqu'à la mort de Laporte, la violence québécoise dans les milieux de la construction a beaucoup diminué. Si j'exclus le LG2, là où ils ont saccagé tout, mais il y a eu beaucoup moins de violence qu'avant. Et donc, la mort de Laporte a quand même pacifié la violence d'une certaine façon, et de ce fait, il y a eu quand même un plus pour la société. C'était quand même qu'il y a un climat social qui est plus vivant. Bon, je ne vous parlerai pas du rôle de la police dans le cas du Québec et dans le cas d'Ottawa. Ils avaient des informateurs et ils les téléguidaient, et on ne saura jamais
dans quelle mesure il n'y a pas eu des actions qui ont été orientées, des actions qu'ont posées les membres de FLQ de bonne foi, qui ont été orientées par des gens qui voulaient, par le gouvernement qui voulait donner un peu de crédibilité. Donc voilà ma perception de la crise d'octobre, c'est le résultat d'une persécution sociopolitique d'un peuple qui, à un moment donné, dit c'est assez. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis, si je pense que c'est grâce à eux que le Parti québécois a pris le pouvoir, ben, je l'assume. Je mettrai une petite parenthèse. J'ai écrit un livre, publié en France il y a quelques années, qui s'appelle L'éloge de la violence, et dans lequel j'exprimais que la violence est la chose la plus détestable que l'on puisse avoir à toutes ses conséquences, à toutes ses inanités, à cause de ses injustices et tout. Mais il reste que les dictateurs restent au pouvoir plus longtemps que les démocrates. Ça veut dire que la violence est payante pour eux. Et dans ce livre-là, j'ai montré que la violence, habituellement, elle est payante pour ceux qui l'utilisent. Et donc, je pense que la violence a été payante pour le Québec, et pas pour le FLQ, mais pour le destin du Québec, puisque finalement, elle a rompu les règles du jeu qui sont imposées par la coalition dominante, c'est-à-dire, si vous faites le mal, on va mettre les policiers. Et donc, c'était un comportement finalement d'autodéfense que l'on dit qui est inacceptable. Je reviens sur cette notion de violence, pas un geste d'équité sociale n'a été fait sans la violence, qu'elle soit physique ou psychique. Les ouvriers n'ont jamais obtenu des conditions de travail acceptables sans qu'ils n'aient fait du vandalisme. Les femmes n'ont jamais obtenu des changements à leurs conditions tant qu'ils n'ont pas fait de la résistance qui était visible. Et donc, finalement, je pourrais presque prôner, il ne faut pas attendre qu'on soit exténué, il faut se battre avec tous les moyens au moment où la frustration vient. Je vous donnerai un petit exemple. Il y a un type qui s'appelle Alinsky, qui est un chercheur américain et qui est un chercheur, c'est un activiste. Donc, il s'occupe des causes à se défendre et tout. Je trouve une parenthèse quand je vous dis ça. Les efforts que la jeune fille qui essaie de se battre depuis 10 ans contre le port du Québec et la pollution, puis qui sont devant les tribunaux, puis qu'elle se fait traiter de toutes sortes de choses par la bombe et par Girard, moi, je trouve que c'est d'un grand courage de se battre pour des idéaux, même que ce soit dans son environnement, puis des idéaux, que ce soit dans son comportement, qui soient faits. Alors, je voulais vous donner un exemple qui m'a échappé quand je vous ai parlé de tout ça, mais c'est pas grave. Alors, donc, voilà. Alors, donc, je peux vous parler d'Alinsky. Alinsky, il habite à Chicago. Chicago, il y a une partie de grande pauvreté dans une partie de la ville, et Alinsky a été demandé par un groupe de gens dans un milieu qui était pauvre et dans lequel il y avait un espace qui était abandonné avec plein de gravats, plein de cochonneries, qui pouvait faire un beau parc pour les gens. Il a demandé à la municipalité une fois d'avoir l'autorisation d'enlever le gravat et de faire un parc, il ne l'a pas eu. Il l'a demandé 2 fois, il ne l'a pas eu. Il l'a demandé 3 fois, puis on lui a dit on ne veut plus l'entendre parler. Qu'est-ce qu'Alinsky a fait? Il est parti avec une escouade de 75 personnes. Tous des gens corrects. Ils sont rentrés à l'aéroport de Chicago. Ils ont occupé les toilettes. Pourquoi 75? Ben parce qu'il y avait 25 personnes qui restaient dans les toilettes, puis quand ils sortaient, il y avait 25 autres qui sortaient, puis quand il y en avait un autre, il y avait 25 autres. Il a fait ça pendant 3 jours de temps. 50 000 personnes qui passent par jour dans l'aéroport de Chicago. Pas de toilettes. Mais les policiers ne pouvaient pas les chasser parce qu'ils n'avaient rien fait d'illégaux. Alors donc, je dis, chapeau aujourd'hui pour les gens, pour ce que j'appelle les activistes, les gens qui vont se battre contre des injustices, même si je trouve ça miraculeux quand je pense tous ceux qui se dévouent qui essaient de faire des choses contre le réchauffement de la planète et contre le gaspillage et tout. Par chance qu'à côté de la coalition dominante, il y a une société civile qui défend ses droits
et qu'il les défend vraiment avec finesse et souvent avec succès. Alors voilà ce que je vais vous dire sur la crise d'octobre vue à travers la décennie de 1960. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, professeur Dagenet. Pas mal intéressant comme conférence. Moi, j'avoue que j'étais très jeune dans le temps, fait que c'est très loin et je suis bien content de voir un peu plus l'historique qu'il y a eu autour de ça et tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez justement du mouvement Black Lives, ben, du mouvement antiraciste américain présentement? Est-ce que vous pensez que c'est un peu similaire à ce qu'on a vécu au Québec dans les années 60-70? Le problème est différent. Nous, on se battait contre une culture que je dirais de niveau, contre la coalition dominante et la société civile. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est une ségrégation. C'est un apartheid déguisé. C'est vrai que ce qu'ont vécu les Québécois, d'une certaine façon, en étant exclus de tous les postes de décision, ben, je pense souvent à Martin Luther King qui dit I have a dream, puis il se fait tirer dans la tête, ou je ne sais pas où, de penser qu'on ne peut même pas rêver aux États-Unis qu'il y ait des changements possibles sans qu'il y ait de violence. Et donc, Black Matter, c'était formidable ce que ça a fait. Mais ça n'a pas changé grand-chose quand on regarde la façon dont les policiers américains traitent les Noirs, et pas juste les Noirs, les immigrés, parce qu'il paraît maintenant que ce n'est pas les policiers, ce sont les citoyens qui en veulent aux Chinois parce que les Chinois prennent trop de place. C'est une mentalité de primaire. Et si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur Google, il y a des cartes postales sur le lynchage aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand on lynchait quelqu'un, on faisait des cartes postales pour les vendait. Et il y a des séries de cartes postales. Il y a même un livre qui n'a que ça. C'est une culture qui est primaire et qui persiste avec des Trump, parce qu'il y en a dans tous les États, qui persiste, qui est alimentée par, je dirais, qui est alimenté, on va dire, par le capitalisme. Parce que ceux qui payent pour tuer les Noirs, ce sont les grandes fortunes américaines, les républicaines, qui font tout. C'est eux qui ont tout fait pour empêcher l'Obamacare, qui font tout pour que les pauvres n'aient accès à rien qu'eux devraient payer. Alors, c'est une culture d'un peuple qui je ne peux pas, je n'ai jamais fait de sondage, mais c'est évident qu'il y a certainement une classe aux États-Unis qui sont capables de dire c'est inacceptable, le racisme. Et surtout ce que l'on leur dessine. Mais je regarde ça, on regarde dans tous les pays du monde ce qu'on a fait là, Srebrenica, de massacrer 7000 personnes parce qu'ils sont des musulmans. Tu te dis, mais l'Allemagne, c'est quand même pas un pays, c'est la Yougoslavie, mais c'était quand même pas des pays arriérés. Ça, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la mentalité des gens pour être si méchants. On a Justin Trudeau au fédéral qui s'excuse beaucoup pour tous les problèmes qu'il y a eu dans le passé au niveau du racisme ou au niveau des problèmes avec les Autochtones et tout et tout. Est-ce que vous pensez qu'un jour il va s'excuser pour ce qui a pu donner lieu à la crise d'octobre et pour ce que son père a pu faire aussi comme politique dans ce temps-là? Ma réaction, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens ne développent un discours qui ne l'est que favorable et non pas un discours qui traduit une action qu'ils vont prendre. Si Trudeau ne veut pas s'embarquer dans ça, ben, il va faire comme il fait toujours. Il va patiner. Puis même s'il s'engage, s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas. Ils sont tous pareils.
Le politicien, c'est celui qui livre le discours qui lui est le moins dommageable. Mais il pourrait aussi livrer un discours qui pourrait lui être le plus favorable. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris la nuance entre les deux. Quand je regarde tous ceux qui sont là, je suis quand même un peu déçu. Je pense au chef du NPD qui crie au meurtre du racisme des Québécois parce qu'on veut avoir la loi 21. Je ne comprends pas ce type-là. On veut une égalité, puis c'est nous qui sommes les racistes, puis lui, ben. Donc, il y a quelque chose, je pense, de surréalisme quand on met bout à bout les déclarations des acteurs. Je ne dirais pas juste des politiciens, des acteurs. Là, il y en a plusieurs là, dans le domaine culturel qui se font accuser de viol, puis non seulement ils n'ont pas violé personne, mais ils étaient dans les lignes. C'est vraiment ce qu'on entend, puis c'est encore plus effrayant quand on pense que le bénéfice du doute, quand les forces sont inégales, les bénéfices du doute ne peuvent pas être inégaux. Bon, alors donc, en somme, je ne trouve pas que nous vivions dans une période riche, je dirais, de sentiments forts, riche d'acceptation de l'autre. Je pense il y a peut-être des gens qui se sont penchés sur ça, mais je pense que la société nous rend de plus en plus individualistes, puis cette société individualiste est de plus en plus accrochée au message complotisme, au message ratio. Il y a quelque chose qu'on comprend, qui est difficile à comprendre pour moi dans l'être humain. Mes leçons d'anthropologie, c'est que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Même dans les sociétés primitives, ils avaient des écarts entre les ethnies. En somme, ils avaient des règles du jeu qui rejetaient ou qui écartaient. Et je regarde ce que nous, on a vécu comme jeunes francophones à Montréal. Je comprends bien que si nous, francophones blancs, on a souffert, je pense qu'un francophone non blanc peut souffrir aussi avec le même milieu. Quand on pense que l'apartheid en Afrique du Sud s'est résolu en 90, et toutes les grandes entreprises du monde qui étaient là, Kodak, Ford, toutes les grandes entreprises sont sorties là, la main sur le cœur. Nous, jamais on tolérerait l'apartheid. Ils sont sortis parce que le gouvernement américain a dit si vous restez là, vous allez avoir la double taxation. Alors, venez-vous-en. Ils sont sortis là. C'est affreux. Tous les récits que l'on voit sur ce qui se passe dans les mines, et ce qui se passe dans les terres agricoles, c'est un esclavage moderne. Tout le monde le sait, c'est documenté, c'est même photographié. Personne ne fait rien. Je pense qu'il faudra qu'on revienne aux Grecs avec une notion de la cité qui serait plus philosophique qu'une notion de la cité qui a plus fort la poche. Mais je peux bien rêver de tout ça. Je ne le verrai pas de mes jours. Mais je peux en rêver, au moins ça me permet de mieux dormir la nuit. Oui, d'abord, merci pour votre conférence, Monsieur Dagenet. Puis, en fait, un point peut-être sur lequel j'aimerais vous entendre aussi, c'est pour la situation des Québécois jusqu'aux années 60. Quel est le rôle aussi que le clergé francophone québécois a pu jouer dans le maintien de la population québécoise francophone catholique dans cet état, si je peux dire, d'arriération, du moins technique et économique par rapport aux anglophones? Par exemple, corrigez-moi si je me trompe, mais j'avais déjà entendu que après la révolte des Patriotes, là, à partir d'à peu près 1840 jusqu'aux années 60, c'est là, si j'ai bien compris, où le clergé catholique a vraiment eu son emprise sur la population au Québec et qui leur a défini l'identité québécoise francophone autour de 3 pôles: la langue française, la religion catholique, l'agriculture, et que c'était vu comme
péché que de s'enrichir, que de s'élever dans une hiérarchie économique, que d'avoir son entreprise. Donc, dans quelle mesure le clergé québécois francophone a-t-il lui aussi contribué à cette situation dans laquelle nous étions jusqu'aux années 60? Il y a plusieurs réflexions sur ce que vous évoquez. La première, qui est une certitude, c'est le clergé qui a fait en sorte que le Québécois, on va dire, a gardé sa langue française. Bon, ça, c'est évident. Et il a gardé sa langue française et sa religion au prix d'un grand sacrifice, et qui maintenant est connu. C'est celui le sacrifice, c'est tout être humain doit, c'est un mot d'ordre des catholiques, tout être humain doit être, je vais chercher les mots exacts, tout être humain doit servir son maître. Donc, on ne doit pas se révolter. Et donc, il a fait un pacte avec le diable en disant aux Anglais, laissez-nous notre langue, puis laissez-nous faire, puis faites ce que vous voulez. Et donc, c'est un pacte qui était tout à fait intéressant. Et ils ont arrêté de brûler les églises, ils ont permis à la religion catholique de se développer, mais ils ont aussi rendu les clergés odieux. Et là, je vous dis pourquoi. C'est qu'ils avaient pleine autorité sur tout. C'est peut-être loin. Lorsque les Américains ont envahi le Québec en 1775 pour chasser les Anglais, il y a eu des bons Québécois qui ont dit « Hey, on va aller se battre avec vous parce que les Anglais, on les aime pas. Les Américains, c'est autrement. » Monseigneur, j'oublie son nom, l'évêque à l'époque, il a menacé d'excommunier tous ceux qui allaient se battre. Puis il y en a qui sont allés se battre quand même. Il les a dénoncés du haut de la chaire en disant j'ai dit que vous n'y alliez pas, puis vous n'irez pas. Puis finalement, c'est lui qui les a vendus aux Anglais. Il y a quelque chose quand même de vicieux dans ce pouvoir que le clergé s'est octroyé et qui fait en sorte qu'on leur doit, oui, notre langue, mais on peut peut-être leur dire qu'ils ont créé ce que je peux appeler, je vais chercher le bon mot, d'asservir toute une nation au péché mortel, d'asservir toute une nation au principe de l'Église, c'est quand même un crime contre l'humanité. Puis moi, je dis, il pouvait protéger la langue sans servir tout le monde et que moi, j'étais à Montréal, quand j'étais à l'université, j'avais un appartement, puis je l'ai perdu, mon appartement, parce que le propriétaire, la voisine de palier a dit au propriétaire que j'étais rentré avec une fille, puis j'étais ressorti le même matin, le propriétaire m'a foutu dehors. Mais ça, c'est la religion catholique. C'était une religion, à mon sens, barbare et inhumaine. J'ai la mère d'une amie qui a eu 6 enfants. Le curé est venu pendant la période des dîmes, puis il a dit, Madame Lescope, c'est bien connu. Madame Lescope, est-ce que vous allez donner un autre petit enfant à Dieu? Elle dit, j'ai donné. C'est ça. Oh non, madame, Dieu est prêt à accepter tous les enfants. Vous allez me faire un autre enfant. Elle a dit, sacrément votre camp d'ici. Mais c'est effrayant. En somme, ces gens, pour moi, le curé, ils ont été d'une inhumanité pour garder le pouvoir. Et ils ont été finalement les supports du politique. Duplessis s'est promené avec des archevêques à chaque fois qu'ils sortaient publiquement. Les archevêques qui n'ont rien demandé de faire quelque chose d'intelligent, comme par exemple, pourquoi vous ne créez pas un ministère de l'Éducation? On n'a jamais vu. Là, dernièrement, le ministère c'est le ministère de la Santé ou de l'Éducation, je ne sais plus lequel, qui a décidé de faire un dépliant sur la sexualité. Bon, alors, parce que les jeunes filles tombent enceintes, puis ils sont malades et tout. Bon, je pense que c'est le ministère des Affaires sociales qui l'avait fait. Et c'est ça. Et le Conseil supérieur de l'éducation, qui n'existe plus à l'époque, visait tous les documents qui sortaient de tout qui était destiné aux étudiants. Et ce document-là a été jeté parce que
dans l'initiation à la sexualité, on osait dire que la sexualité, c'est un plaisir. Alors que ce n'est pas un plaisir, la sexualité. C'est un don d'enfant à Dieu. Ben, ils l'ont bloqué, puis je me dis, mais c'est quand même invraisemblable. Il y a quelques mois, le ministère de l'Éducation a décidé de présenter une version de l'éducation à la sexualité. Je ne sais pas dans quel cadre de cours. Et l'archevêque de Québec a exigé d'être sur le comité. Mais tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas quand même régenter ce qui se passe dans nos chambres. Puis surtout, alors, c'est pour moi, je dois reconnaître qu'ils ont fait beaucoup pour sauver la langue française, puis pour sauver la religion. Ils n'ont pas fait beaucoup pour aider l'être humain. Alors, les curés, on ne peut pas, en francophone, devenir affaire, mais on peut être agriculteur. L'affaire, c'est des affaires d'anglais, puis c'est sale. Mais je ne suis pas sûr que c'est eux qui ont donné les plus grands, je dirais, les plus riches partenaires sociaux au Québec que les religieux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, sauf que, évidemment, les cours classiques, c'était donné par les religieux. Mais je reconnais la façon dont la question m'est posée. Oui, ils ont sauvé la langue et ils ont sauvé la religion. Mais côté religion, je ne suis pas sûr que j'en suis fier. Voilà. Merci pour votre réponse. Si je peux me permettre rapidement, je serai bref. Donc, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, le clergé catholique s'est en général opposé au progrès social au Québec, au droit de vote des femmes, à la création du ministère de l'Éducation, parce qu'on leur enlevait ce ministère, peut-être aussi à la création du ministère de la Santé. Et donc, sans nier qu'il y a eu des conflits entre francophones et anglophones, si ce n'était de ce rôle joué par le clergé catholique francophone, je présume, c'est une hypothèse, que la situation des Québécois francophones et travailleurs aurait été meilleure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu d'enjeu à dénoncer, mais je présume qu'elle aurait été meilleure que ce qu'elle a été dans la réalité. Puis, dernier commentaire brièvement, ma mère me raconte aussi qu'avant les années 60, les Québécois francophones catholiques vivaient dans la hantise du péché. Le péché, il était partout et les gens vivaient dans la peur continuellement de terminer leur vie en enfer. En tout cas, moi, je suis content de ne pas avoir vécu cette réalité sociale. Voilà, merci beaucoup. Ah, écoute, moi, avec les gens de ma génération, je suis au petit séminaire. On ne pouvait pas faire le cours classique sans être au petit séminaire. Mais au petit séminaire, c'est une fabrique à curer. Donc, on nous brainstormait le jour où on rentrait là. Puis, quand on finissait l'année, on nous attendait l'année suivante pour recommencer. On avait ce qu'on appelle le port du ruban. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, chaque individu montait sur une estrade, puis on lui demandait quelle sera votre vocation. Bon, alors tu avais des rubans blancs, ça c'est celui que tu rentrais en religion. Puis il était applaudi par tout le monde. Là. Il y avait 40%, 50% de gens qui rentraient en religion. Bon, puis quand tu rentrais dans le domaine des affaires, ingénieur, avocat et tout, là tu étais une véritable merde pour la société. Alors, tu avais un truc qui était kaki ou je ne sais pas quoi. Alors, il y avait c'était des fabriques à curer qui fabriquaient, qui continuaient de perpétuer une culture qui était... je dirais, est-ce qu'il y a un État, je dirais, un pays où la religion ne fait pas le même objet? Je dirais oui, en principe, parce que les protestants sont moins exigeants que les catholiques et les protestants, comme ils n'ont pas vu l'Immaculée Conception, ils n'y croient pas, puis ils ne sont pas obligés d'y croire, alors que nous, c'est un dogme, il faut y croire. Il y a quand même une pesanteur dans la religion catholique qui fait en sorte que c'est un moyen d'asservissement pour moi. OK. Merci beaucoup, M. Dagenet. Je trouve ça très intéressant. Vous avez parlé de M. Laporte. Puis, ce qui m'intrigue, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est sur l'instant où ce que les policiers ont été chercher M. Laporte. Parce que apparemment, moi, dans le temps, j'avais 13 ans. Et puis, les gens en discutaient de qu'est-ce qui se produit. Les policiers ont tiré sur la valise de l'auto où était M. Laporte en pensant qu'il y avait
une bombe dans l'auto. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est une légende? Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je suis comme vous tous, hein, je suis les informations. Mais Simard, qui a écrit un livre, il en a écrit deux pour en finir avec le FLQ. Simard a bien dit que la porte avait été achevée parce qu'il souffrait. Alors, moi, c'est là la version des policiers. Moi, je te donne la version que Simard a donnée, qui était maintenant confirmée. On a pas pensé longtemps que c'était la thèse d'un accident, qu'il s'était blessé, puis que finalement, il était mort. Mais moi, ce que j'ai compris après les révélations des dernières années, c'est que je pense que Rose a dit qu'il avait été il avait eu l'aide à mourir. Il n'a pas utilisé le mot on l'a tué, mais il était souffrant, puis il ne se voyait pas l'amener à l'hôpital, puis il ne savait pas quoi faire avec lui, fait qu'ils l'ont, entre guillemets, achevé, mais ce n'était pas volontaire, ni l'accident, ni ça. On raconte que, encore là, je ne connais pas la thèse, mais c'est que quand il a sauté par-dessus la fenêtre, ils l'ont rattrapé il y avait un collier au cou, puis qu'il l'aurait asphyxié de cette façon-là. Puis quand il l'a mis dans la voiture, ben, il était mort ou inconscient, je ne sais pas quoi. Alors, ben, je ne savais pas. La thèse la plus vraisemblable, c'est celle que Simard a dit, qui a affirmé, c'est que finalement, il y avait affaire à un moribond, puis pas qu'il souffre plus longtemps, ben, ils l'ont aidé à mourir. Mais celle-là, elle était, je me demande si, je ne sais pas si c'est dans son livre ou si c'est dans une déclaration, mais il me semble elle a circulé. Bon, et comme la thèse que Paul Rose n'était pas là, elle a été corroborée. Ni Paul Rose était là, ni son frère. Elle a été corroborée partout, mais Paul Rose a dit que je sois là ou que je ne sois pas là, je me sens co-responsable de ce qui s'est fait dans notre cellule. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu 25 ans de prison. Donc, il a accepté d'être partenaire de la mort de Laporte. Donc, ce serait un accident parce que le monsieur a essayé de se sauver. Ben, c'est-à-dire que l'accident, c'est quand il a sauté par la fenêtre. Ça, c'est un. Ça, c'est sûr. Sur ceux qui a été blessé, il y avait des lacérations au corps, donc il perdait beaucoup de sang. Ils l'ont mis dans le coffre. Ça, ils l'ont mis dans le coffre, puis ils ont mis des oreillers. Alors, dans le coffre. Alors, jusque ça, c'était la déclaration, puis c'est ce que les policiers ont dit. Bon. L'autre version, c'est que les policiers, quand ils ont vu ça, qui pensaient que c'est ça, c'est pas invraisemblable. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Et de toute façon, si c'est eux qui l'ont tué, ils ne le diront jamais. Alors, donc, on va rester aux deux thèses vraisemblables qu'on retient avant. OK, donc, il était déjà blessé. Il perdait beaucoup de sang quand ils l'ont mis dans la valise. Ben, et puis, qu'ils ont averti les policiers pour lui dire qu'il était dans la valise. Il était dans la valise, puis il était à tel endroit. Il était à tel endroit. D'abord, ils n'ont pas averti les policiers. Ils ont téléphoné au journaliste de CKC pour lui dire que si vous voulez le corps, allez à tel endroit. Puis il est allé. Puis quand il a vu la voiture, il a appelé la police. Et donc, la police est venue, puis c'est eux, il n'a même peut-être pas essayé d'ouvrir le coffre, c'est eux qui ont découvert le corps qui était là où on disait qu'il était. Donc, c'est possible qu'il ait tiré en ayant peur que ce soit une bombe qui soit dans l'auto. Ben, je dirais, ça m'intrigue, je ne suis pas familier avec ça. Mais s'il y a une bombe. C'est des jambes, là? Non, mais s'il y a une bombe dans un coffre, moi, je ne tirerais pas dessus. J'aurais peur qu'elle m'explose en pleine face. Alors, je ne connais pas le danger ou la sécurité de tirer sur une bombe. Alors, je ne ferai pas d'hypothèse. C'est possible. Je ne sais pas. C'est possible. Alors, non, mais c'est intéressant ce que vous posez parce que je n'ai rien lu de cette hypothèse-là, et donc elle circule. Alors, mais si elle circule, puis personne n'en parle, ça a des chances d'être vrai, parce que les policiers ont peut-être caché tout. Alors, donc, on ne peut pas l'exclure, probablement qu'on ne saura jamais. Oui, on peut savoir si Rose dit que derrière, il y avait. Ah oui, eux, ils pensaient qu'il y avait une bombe. Ils peuvent dire qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de bombe. Ça, j'en sais rien. J'ai une question sur le chat ici.
par rapport au film Octobre de Pierre Falardeau, réalisé en 1994, on aimerait savoir si, s'il y a des points marquants ou d'autres points à se méfier dans le film. Il dit aussi sur Wikipédia, on peut lire que Pierre Falardeau avait fait face à de la censure et a eu des difficultés à obtenir du financement. Pourriez-vous commenter les raisons et les enjeux qui ont pris place près de 25 ans plus tard autour de la réalisation du film? Je n'ai pas vu le film, mais je peux faire quelques hypothèses. L'hypothèse pas l'hypothèse. Dans le film Les Ordres, on voit bien l'expérience, pas l'expérience, mais le moment où on a mis des prisonniers au mur pour on a tiré dessus à blanc. Donc, les amis, eux qui pensaient qu'elle allait mourir, c'est repris dans le film Les Ordres. Donc, ça veut dire que ce segment de réalité n'a pas été démenti. Bon, alors, le segment de réalité de Falardeau, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais je peux présumer que s'il a montré quelque chose d'équivalent à ce que les ordres ont pu montrer, c'est sûr que tout a été fait pour l'empêcher. Alors, les ordres, probablement, comme c'était à l'Office national du film, si ma mémoire est bonne, ils ont eu plus peut-être difficulté de stopper le film puis de savoir ce que c'était avant qu'il sorte, une fois qu'il est sorti. Mais c'est pas invraisemblable, mais je suis pas en mesure de ça. Dans ces trucs-là, habituellement, le Falardeau, si c'est tu, c'est parce qu'on lui a probablement dit que tu n'auras plus de financement si tu en parles. Et qui a pu lui dire ça? C'est ses patrons, c'est-à-dire ceux, je pense qu'il était à l'Office national du film, ou c'est Film Canada qui l'a subventionné. Mais dans un cas comme dans l'autre, si on lui a dit tu ne fais pas ça ou tu ne seras pas financé, ben, c'est vraisemblable qu'il ne l'ait pas fait. Mais c'était quand même une grande gueule. Alors, qu'il ne l'ait pas dit, comme je ne sais pas quelle scène il s'agit, ni si ça a été vrai, mais je n'exclurais pas que cette hypothèse-là soit vraie, compte tenu de tout ce que les policiers ont fait. On sort un jour, peut-être. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Oui, bonjour. Merci bien pour la conférence. C'était bien intéressant. Moi, j'aurais un commentaire, un bref commentaire, puis une question. Vous avez parlé de la révolution féministe au Québec. Bien, ça, c'est un exemple où ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient sans utiliser de violence. Ça, c'est mon commentaire. Puis ma question, en tant qu'expert de la communication, est-ce que vous voyez, est-ce que vous auriez des conseils à donner à la Palestine pour se sortir de l'emprise d'Israël? Parce qu'on a vu qu'en Afrique du Sud, avec le temps, qu'ils ont réussi à sortir de l'apartheid. Mais dans le cas de la Palestine, est-ce que vous voyez quelque chose qu'ils pourraient utiliser pour... parce que même en utilisant, en guillemets, la violence, mais ils ne réussissent pas à se faire entendre puis à obtenir ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait être fait pour qu'à un moment donné, ils puissent se libérer de l'emprise? Je vais répondre à deux questions. La première, sur le rôle des femmes. Les femmes ont été activistes et ils ont été tenaces. Il ne faut pas oublier que le cercle d'infirmières, qui existe depuis 100 ans, qui existait dans tous les villages du Québec, ils ont fait de l'activisme intéressant. Par exemple, ce sont elles qui se sont battues les premières au Québec contre la violence au hockey chez les jeunes. Alors donc ils ont pris en main leur destin. Du côté de la société, on va enlever ce que j'appellerais les activistes féministes, puis on va parler des individus féministes. Alors, toute lutte sociale commence par un individu qui estime qu'il est lésé personnellement dans une situation, puis qui va régler cette situation-là, qui va profiter à plusieurs femmes. Exemple, Madame, je vais l'appeler Sauvageau, mais je n'ai plus son nom. Madame X recevait une pension alimentaire de son mari. La pension alimentaire, elle était taxée. Donc, l'impôt lui enlevait de l'argent. Puis elle a dit, mais je ne comprends pas. Mon mari fait de l'argent sur mon dos, puis moi, je suis obligé de payer de l'argent pour qu'il fasse de l'argent sur mon dos. C'est pas normal. Ben, elle s'est battue,
elle est allée jusqu'en Cour suprême, ça a pris 10 ans, puis la loi a changé. Bon, ça, c'est le début de toutes les luttes du côté des femmes. Bon, j'oublie toujours son nom, Lanoir, qui s'est assise la première fois sur un banc blanc, un banc réservé aux blancs dans l'autobus, c'était un individu. Bon, et on peut attribuer à plusieurs individus. Je connais l'histoire d'une mère qui est allée à la place, à Valcartier, là, au jardin d'eau, et avec son petit garçon de 5 ans, puis quand elle a cherché son petit garçon de 5 ans, il était noyé. Ben, elle avait deux choix à faire, des poursuivre ou de faire en sorte qu'il y a des lois qui fassent en sorte qu'aucun enfant ne meure dans les mêmes conditions. Ça lui a pris 6-7 ans, puis elle a fait changer la loi. Alors, c'est la force des individus activistes, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça pour une femme, la première qui a été chercher le fait que ce soit son mari qui paie les impôts, ben, et là, elle a regroupé autour d'elle combien de femmes qui étaient dans la même situation, à qui elle a permis de gagner un peu de terrain. Et ces regroupements-là vont se solidariser et faire, ces groupes d'entraide, ils vont faire d'autres gestes. Mais c'est jamais l'État qui leur donne quelque chose. L'État n'a jamais rien donné à la société civile si ça n'intéressait pas ceux qui prenaient la décision. Là. Toutes les autres, tout ce que les femmes ont gagné, tout ce que les hommes ont gagné, tout ce que les mineurs ont gagné, c'est jamais ce qu'on leur a donné, c'est ce qu'ils ont arraché, et parfois avec du vandalisme, parfois avec du harcèlement, ou parfois avec une notoriété publique qu'ils ont pu se donner ou acquérir au fur et à mesure des batailles. Mais rien n'est donné. Quand Mme Casgrain parle des premières démarches qu'elle a fait comme femme, ben, regardez, Lise Payette, qui était élue ministre en 1976, elle va, tout le conseil des ministres est invité au manège militaire, puis quand elle arrive pour rentrer, ben, on lui dit, madame, l'entrée des femmes est de l'autre côté. Elle dit, wow, je suis ministre pour rentrer ici. Non, madame, vous ne rentrerez pas. Ben, elle a fini par rentrer, mais ça prend une détermination forte. Pourquoi le manège militaire n'a pas changé son règlement encore? Personne ne fait des changements s'ils ne sont pas obligés et s'ils ont des avantages. Les avantages qu'ils avaient, ben, ils sont entre hommes, puis ils ne donnent pas blanche, j'en sais rien. Pourquoi j'écris mon livre « L'âge de la violence », c'est que si on n'utilise pas, je ne parle pas de la violence physique, mais d'une violence, du harcèlement, on n'a rien. Il faut vraiment s'armer de patience, puis ça prend des fois 10 ans, 15 ans avant que ça change. Moi, je suis admiratif devant ceux qui ont le courage de faire ça, qui partent toujours d'une préoccupation que je vais appeler égoïste, mais noble, mais c'est ça qui crée la société. Ce sont des loners qui finissent par créer des groupes, puis qui finissent par être des activistes actifs. Mais donc, maintenant, pour la Palestine, j'aurais presque envie de dire qu'il ne faudrait pas que je sois enregistré. Je ne connais pas de réponse, mais je peux vous donner des exemples passés. Tous les groupes majoritaires qui voulaient obtenir quelque chose du groupe minoritaire, ils ont chassé, ils ont tué, ils ont spolié, ils ont volé. On a fait ça, tous les Espagnols avec les Indiens, puis Cortés et tous ceux. Puis, là, quand les Juifs occupent les territoires occupés, puis ils occupent les territoires occupés, ils sont en train de chasser leurs voisins. Personne ne défend. Même Trump a prouvé cette espèce d'envahissement illégal. Bon, alors la solution, c'est le monde arabe qui va la trouver. Puis le monde arabe, si vous la trouvez, il va falloir qu'il s'oriente bien, parce que le monde arabe, ils ont signé des accords avec les Juifs. Alors donc, les Arabes ne peuvent même pas se fier sur eux. C'est très complexe, toute cette question du Moyen-Orient. Il reste quand même que on peut considérer que pour chaque soldat ou chaque Juif meurt, on tue 20 Palestiniens. Alors, je dirais qu'ils sont à armes inégales, mais celui qui a plus d'armes, ben, ils les utilisent de façon plus violente que l'autre. Ça présage pas bien pour l'avenir. Alors, puis ensuite, il faut aussi savoir que l'État juif, je ne sais pas l'État juif, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël, on fait de la provocation.
Quand le premier ministre Aaron a été sur le mont, je peux pas, non, mais en territoire palestinien, démontrer sa force, ben, les Palestiniens ont riposté, puis ils ont tiré dessus, regardez, vous nous attaquez. En somme, je pense que c'est une situation qui est défavorable à l'une des parties. Je pense que l'autre partie ne cédera rien. Alors, qu'est-ce que va être la solution? Il va falloir qu'il y ait une tierce partie qui décide, qui ait le pouvoir de décider ou d'imposer une décision pour que quelque chose se passe, parce que je ne suis pas je dirais, je suis pas très optimiste de ce qui va se passer là. On va vous remercier pour cette excellente conférence et pour avoir répondu aux questions et toute cette discussion qui a été pas mal intéressante. Je vous remercie énormément. C'est un plaisir pour moi d'avoir eu votre écoute pendant un certain temps. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et un bon été à tous.